Merci, Marie. Pour commencer, je vais vous faire un petit programme de la soirée. Ben, peut-être pas encore soirée, mais de l'activité. Je vous présente un petit vidéo, un petit PowerPoint sur l'histoire, un peu de Montréal-Nord, un peu de la maison. Puis après, on va vous montrer des photos de la maison, de la famille Lapierre. Puis quand on va présenter les photos, je vais les faire parler. Ils m'ont donné la liste des sujets. Ils m'ont donné la liste des sujets pour vous parler. C'est pas mal plus poli. Puis pendant la soirée, il y a un bout aussi. Vous pouvez poser des questions au Lapierre. Vous levez la main ou à moi, ça ne fait pas. Cependant, c'est enlever la main. On enregistre pour conserver, parce que c'est en 2015, c'est le 100e anniversaire de Montréal-Nord. C'est des documents qui vont être conservés pour les expositions. Alors, si vous parlez, il faut que ça soit audible. Parlez assez fort, mais surtout pour parler en même temps. Et si vous parlez à quelqu'un, ou Lapierre ou à moi, il faut que ce soit un sujet, il faut que ce soit une conversation, il faut qu'on soit juste deux. Il faut que ce soit des sujets qui ont rapport avec l'exposition, l'activité en cours. Fait que voilà, puis en passant, vous avez des téléphones à poche, il faut les éteindre. Fait que, avec la grosse technologie qu'on a, je vais commencer la petite projection. J'ai mis des petits titres, des enfants de même, mais c'est pas l'important. Vous savez, la maison Brignon-Lapierre, elle fait partie d'environ 175 maisons à Montréal, qui sont des maisons, on va dire, des maisons de ferme, qui datent à peu près des années du 17e, 18e, 19e siècle. Et dans le coin, il y en a le plus, c'est dans la région nord-est de Montréal. Montréal-Nord, Antique, toute cette région-là. J'allume mon jouet. Voilà. Quand on est sur un territoire qui s'appelait autrefois le Saut-Récollet, Montréal-Nord, ça s'appelait le bas du Saut. C'était le Saut-Récollet. Sur l'image, comme vous voyez ici, là, vous avez le Saut-Récollet. Ça comprend ce qu'on parle de Montréal-Nord, Antique, Bordeaux, Villeray, Saint-Michel, Saint-Léonard. C'est à peu près 12% de l'île de Montréal à l'époque. Puis éventuellement, quand il va y avoir des ponts avec l'île Jésus, on va commencer à taxer les gens en fonction de qu'est-ce qu'ils utilisent comme service, comme service urbain. Des gens ne vont pas être taxés pour un pont qu'ils ne veulent pas. Alors on va commencer à avoir des diffusions. Comme vous avez eu il n'y a pas longtemps des fusions et des diffusions. C'est un langage qui était compris à l'époque aussi. Pourquoi on appelle ça le Saut-Récollet? C'est la noyenne Récollet, qui s'appelait les Colombiennes dans la rivière des Prairies en 1625. Saut, en ancien français, ça signifie des chutes et des rapides dans une rivière. Récollet, c'est sa congrégation religieuse. Et il va se noyer en compagnie d'un type qu'on ne connaissait pas son nom. Les Autochtones, ils l'appelaient Hawaïsik, qui voulait dire petit vif et frétillant. À force de mal prononcer Hawaïsik, ça devient un sik. Faut lever la main, j'ai dit. Fallait commenter. La première construction dans le Saut-Récollet, c'est pas ici encore. Hein? On est dans le secteur de l'église de la Visitation, c'est-à-dire Gouin et Papineau, à peu près. Il y a eu un phare de conversion des Amérindiens qui venait du fort de la montagne. Il était trop près de la ville, alors on les a amenés plus loin au nord. Mais il va redéménager à nouveau à Oka en 1721. Mais c'est la première présence, la première construction dans le Saut-Récollet qui est d'envergure. Quand la mission est partie de conversion, là, on ne permettait pas aux Blancs de vivre près de la mission, pas qu'ils transmettent le vice des Blancs, comme la boisson. Hein? Alors, en 1724, à l'île de la Visitation, on commence à construire un petit porte-digue sur laquelle on va bâtir des moulins. Le premier moulin, il va être à cheval sur l'île de la Visitation et la digue, c'est un moulin assis. Les années suivantes, on va avoir un moulin à farine, un autre moulin à farine, et plus tard, des moulins à transformer le blé, pas le blé, à transformer la laine en fil. Un moulin à carder et fouler la laine. Alors, c'est des besoins essentiels pour l'établissement d'un village, ça, hein? Les moulins. Vous êtes familier avec les habitations. Le boulevard Gouin, pour établir un village, comme je vous disais, ça prend des moulins pour fournir des services aux gens, mais ça prend un moyen de se rendre au moulin. Les gens cultivent le blé. Alors, le chemin qu'on appelle le boulevard Gouin est établi vers 1734-37, qui permet de se rendre à Rivière-des-Prairies.
et à Sainte-Geneviève. Fait que ce qu'on appelle le chemin du roi, c'est tous les chemins qui sont carrossables pour les véhicules qui ont des roues, pour se rendre de Montréal à Québec ou à l'inverse. La Rivière des Prairies en fait partie aussi. À Laval aussi, ce qu'on appelle des Mille-Îles et Lévesque, c'est des chemins du roi également. À l'époque, les chemins qui permettaient d'aller du nord au sud, vous avez Saint-Michel, qui date à peu près de 1699. Vous avez la Jeunesse, qui était la montée du Sceau, pour Saut-Récollet. C'est des chemins qui datent, qui sont assez anciens. Il manquait une chose à l'époque, après les moulins et les chemins, c'est un lieu de culte. C'est l'église de la Visitation qui a été bâtie par Charles Guilbeault. D'ailleurs, Charles Guilbeault a bâti une maison sur ce terrain-ci. Pas cette maison-ci, mais on va y revenir à la maison de toute façon. Je fais juste une petite introduction sur l'histoire de la région. Alors, on construit l'église de la Visitation en 1749 à 51. C'est la plus ancienne église restante de Montréal, c'est-à-dire qu'il y en a déjà eu d'autres, mais elles sont disparues. Et celle qui reste, qui est la plus ancienne, c'est celle-là. Elle avait l'apparence de ça à l'époque. Elle avait un seul clocher. Aujourd'hui, c'est ça. En 1851, on rajoute les deux clochers, la façade, on l'agrandit. Ça, c'est toujours au coin Papineau et Gouin. Hein? Quand vous allez le pont Papineau, on la voit d'ailleurs. Donc, les moulins et l'église, c'est le cœur du village. Les gens s'assemblent autour de ça. Les coins du Saut-Récollet. Quand on s'en va plus vers l'ouest, en amont des chutes, on appelait ça dans le haut. C'est le secteur qu'on appelle Bordeaux aujourd'hui. On appelait ça le haut du Saut, parce qu'on est en haut des chutes, en haut des rapides. Si on est en bas des chutes, c'est le secteur Montréal-Nord. Ici, avant qu'on appelle ça Montréal-Nord, Montréal-Nord est une ville qui existe depuis 1915. C'est un coin qu'on appelait autrefois le bas du Saut. Pour les gens du bas du Saut, il y avait les routes, mais aussi il y a moyen de se rendre à l'île Jésus. Pour aller au Cosmodome, au Carrefour Laval. Depuis 1734, c'est l'île Jésus qui offre un service de rendre dans le bas du Saut, en face de la rue l'Archevêque. C'est un monsieur Sébastien Roquin. À partir de 1836, il y en a un autre qui part de Montréal-Nord, du bas du Saut, pour se rendre jusqu'à l'église Saint-Saint-Paul. Si vous marchez sur la rue l'Archevêque, à Montréal-Nord, vous rendez sur le bord de la rivière, vous regardez de l'autre côté, vous avez en face de l'église de Saint-Saint-Paul, il y avait le village autrefois. Puis quand vous allez là, vous allez voir encore une maison. C'est toujours là. C'est une maison du passage où habitait la famille L'Archevêque, du nom de la rue aujourd'hui. Ça, c'était du côté de Laval, les Cibouins. Ça, c'est les L'Archevêque aussi, qui transportaient. Vous pouvez voir ça. Vous savez, quand ils ont rebâti le Pont-Pineuf en 1936, la traverse a continué de fonctionner jusqu'à les années 1970. On va transporter tout, sauf les voitures. On va continuer à transporter les chevaux et les piétons. Oui. Les premiers arrivés dans le bas du Saut, c'est plus dans le coin du boulevard, ce que vous appelez ça Jarry. Mais Jarry, c'est un chemin qui date déjà de l'époque de la Nouvelle-France. Hein. On appelait ça la montée Saint-Michel. Pas la montée de la côte Saint-Michel. Saint-Michel, 1702. D'ailleurs, les premières familles, c'est des Dagenais qui arrivent ici vers 1702. Ils sont une famille de Dagenais. Ils sont originaires des Dagenais qui sont arrivés en 1702. Vous voyez une terre, là, regardez l'apparence de la terre en 1947. C'est à Montréal-Nord. Hein? Pensez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on promenait des vaches. La maison d'Union-Lapierre. Le terrain ici, quand on l'a donné à un gars qui s'appelait, j'ai oublié le nom de Pierre Léger du Parisien, on lui donne le terrain c'est immense. C'est 2 arpents de large. Ça vous prenez 3-4 maisons par là-bas, 3-4 maisons par là-bas, c'est la largeur, 2 arpents. 40 arpents, c'est jusqu'au boulevard industriel, à partir de la rivière. C'est un terrain d'agriculteur, là, hein? Il faut qu'il y ait de la place. Puis quand sa bonne femme n'est pas contente, le bonhomme peut aller marcher. Léger ne fait rien avec la terre. Il va la vendre à 2 frères, des charrons. On sait toutes choses, les 2 propriétaires. Charles Guilbeault, il l'a acquis en 1742 et il va bâtir une petite maison. Charles Guilbeault, il était maçon, tailleur de pierre. On ne sait pas trop ce qu'il fait dans sa carrière parce que ses contrats, c'est un gars de monde rural. Hein? Lui, ses contrats sont verbaux. Les contrats écrits, on n'en retrouve pas. Alors lui, son contrat, celui qu'on sait qui sa plus grosse œuvre, c'est l'église de la Visitation. Puis quand il décède, ça arrive à tout le monde, souvent, ça va pas arriver à soi.
quand ça arrive, les gens, il y a un inventaire des biens qu'on a en commun. Et ça fait, à l'époque, quand Charles décède, ça parle d'une maison qui a 15 pieds par 30 pieds. C'est pas les dimensions de la maison ici. C'est une maison qui était là auparavant. Charles, il va donner sa maison à Pierre. C'est un de ses fils, Pierre Guilbeault. D'ailleurs, lui, il va construire une église aussi, à Sainte-Rose, à Laval. Puis lui ici, il est maçon, comme son père, mais on ne sait pas ce qu'il fait. C'est des contrats encore, on va dire, sur parole. Puis quand Pierre décède, à son tour, quand sa femme décède plutôt, sa deuxième épouse, on fait encore l'inventaire des biens. Puis là, ça fait mention d'une maison de 30 pieds par 33 pieds. Bon, c'est pas la maison de Charles Guilbeault de 1742. C'est une autre maison. C'est celle-ci. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à penser c'est quand qu'a été construite cette maison-là. Quand précisément, on se rend compte que Pierre et sa femme ont 5 enfants vers 1768. Alors c'est fort on peut présumer que Pierre a décidé d'agrandir la maison ou d'en construire une nouvelle. On pense que construire une nouvelle maison vers 1768, on va arrondir ça, on va dire vers 1770. Si vous lisez des livres sur des anciennes maisons, c'est jamais écrit précisément, c'est construit en telle année. C'est souvent des approximations. Pierre Guilbeault décède en 1806. Il y a un monsieur qui a déjà une maison ancienne à Montréal-Nord. Si vous connaissez les maisons anciennes à Montréal-Nord, il y a la maison Casal. Monsieur Casal, il achète la maison aussi, il est déjà assez âgé. Il perd sa femme, il se remarie. Et puis quand il se remarie, bon, il est déjà assez âgé encore. Hein? Fait il va donner sa maison à un Luc, Brion dit la Pierre, en échange de pouvoir habiter la maison et d'une rente viagère. C'était pareil quand Pierre Guilbeault avait reçu la maison de son père. Hein? Pourquoi qu'on donnait les maisons? C'était une manière à l'époque aux jeunes couples de s'assurer d'avoir accès à une terre pour peu et aux plus vieux de s'assurer une retraite. Alors, ils demandaient d'habiter la maison et de recevoir une rente viagère en échange de donner leur maison. C'était très commun. Là, j'ai une petite description un peu ce que ça veut dire. Ici, on voit le donateur, c'est celui qui donne. Le donateur, c'est celui qui reçoit. Souvent, c'est notarié. Hein. Alors, puis quand c'est notarié, ça dit qu'est-ce qu'il y a comme clause viagère, comme rente. Alors, ça permet de voir qu'est-ce qu'était l'exploitation de la terre ici. Pour les historiens comme moi, ça nous permet de savoir à quoi ressemblait. Si la terre cultivait du blé, c'est probablement les autres aussi faisaient ça. On peut commencer à faire des suppositions. Et aussi, ça indique quel aménagement on va faire dans la maison. Hein? Alors, quand Ambroise Casal, il va accepter que Luc Brion-Lapierre arrive ici, on va commencer à faire des modifications, comme vous voyez ici. On va remplacer le toit de la maison. Construction d'une cloison. Vous voyez ça ici, c'est une partie d'une cloison qui se coupait la maison en deux. Ça se rendait ici. Ce qui est arrivé, c'est qu'Ambroise Casal et sa femme, sa deuxième femme, Mme Pigeon, habitaient la partie ouest. Lapierre, Luc, habitait de ce côté-là. Et il a fallu construire une nouvelle porte. Celle-ci date de 1814. Du moment où Luc Brignon-Lapierre habite dans la maison ici. Celle-ci, c'est la porte d'origine de 1770, à partir de la maison, d'environ 1770. Ambroise Casal décède en 1818. C'est un peu des choses que je viens de vous dire, ça. Je l'ai fait hier avant de me coucher. Brignon-Lapierre, il décède en 1886. La maison va passer pendant 3 générations de Lapierre jusqu'en 1912, toujours sous forme de donation. Hein? Alors, on se ramasse en 1912 et c'est deux des fils. Vous avez la mère qui a été ici, Anastasia Vanier, qui a fait don à ses fils Alfred et Alphonse. Pardon. Ils se sont partagés en maison. Alfred habitait du côté ouest. Alphonse habitait du côté est. Et ils vont avoir la maison jusqu'en 1912. À partir de ce moment-là, la maison va changer de main. Une manière conventionnelle pour nous autres. Ça va être vendu. La période de donation, c'est terminé. Parce que Montréal-Nord, comment je pourrais dire, ça devient une ville urbaine à partir de ce moment-là.
savez, c'est plus agriculteur. Vous savez, le mode de donation de patrimoine, c'est un monde ancien, c'est le monde rural. Montréal-Nord, ça donne qu'à cette époque-là, ben, à cause des ponts, les routes qui s'améliorent, ben, les terres agricoles ont perdu leur vocation. Il y a des gens du milieu, des spéculateurs financiers, qui vont commencer à acheter des terrains. Les grandes terres agricoles, comme je vous ai décrit, là, ils vont les subdiviser, ils vont bâtir dessus, ils vont les vendre à des nouveaux citadins. Alors, c'est en 1912 qu'Alphonse et Alfred vendent à un spéculateur 30 000. Et le lendemain, c'est vendu 58 000. Fait qu'il y a une base d'argent qui s'est faite. Ça a dû aller dans la caisse électorale du gars que je vois en plus. Joseph Champoux, étrangement, travaillait pour la Baudin Compagnie. Celui qui acquiert la maison ici en 1913. Il travaillait à la Baudin Compagnie. Puis il devait avoir un gros poste parce que la rue Charlevoix, que vous connaissez plus haut, elle s'appelait la rue Champoux, à une certaine époque. Champoux, il fait des travaux. Il va la rendre une maison vraiment plus, on va dire, urbaine. Par exemple, où vous êtes entré, là, la partie où vous êtes entré n'existait pas. Il va la rajouter, il va l'agrandir. Hein. Et puis, comme je vous disais, la maison, il a enlevé les cloisons ici. Il a fait l'ajout de grandes lucarnes. J'ai des photos après, vous allez voir. Il a rajouté des fenêtres en haut. Comme ça donne de l'espace, parce que c'est un grenier, c'est un toit à pente comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors, il va changer ça, puis ça va être plus éclairé aussi. Donc, la maison change de main à quelques reprises. C'est en 1987 que la maison est achetée par la ville de Montréal-Nord. En 1991, elle est pratiquement abandonnée, donc on va en faire le curtage, c'est-à-dire l'analyse, puis on pourrait dire de sa valeur patrimoniale. Et on va enlever tout ce qui risque les incendies, qui peut risquer les incendies. Puis ici, c'est du texte, un peu comme je vous ai dit, là, dans l'ensemble de la ville de Montréal. Il y a à peu près 172 maisons, puis la plupart, 20%, se retrouvent sur l'ancien territoire du Sauve. Ça, c'est la photo qu'on pourrait dire avant les modifications de Champoux. Avant que ça devienne une maison de ville. Hein? Il n'y a pas de l'aile ici à droite. Quand elle est devenue moderne, il y a eu une fenêtre ici. Mais ça, c'est vraiment la plus proche de son état d'origine. Hein? C'est une photo qui date à peu près de 1900. Vous voyez ce que Champoux a fait, il a rajouté ça ici. Regardez, comparé, là. Parce que quand vous arrivez sur les coins, vous avez l'étage ici, là, puis à moins d'être un nain, là, ben, c'est pas pratique. Hein? Donc, ça permet aussi d'un meilleur éclairage. Il y a 4 fenêtres en continu dans la lucarne. À l'arrière, c'est identique. Maintenant, dans la restauration de la maison qu'on a fait, la lucarne en avant, on ne le retrouve plus. On a redonné l'apparence de maison de monde rural qu'elle avait autrefois. Mais pour les besoins pratiques, pour la Rivière des Prairies, on a une vue de l'autre côté, on a encore la fenêtre comme ça. Ça, c'est peut-être la dernière fois. Ça, c'est peut-être le souvenir que vous avez eu de la maison. Vous êtes habitant de Montréal-Nord. Ça, c'est probablement l'époque de M. Champoux. Hein? L'entrée de la jonction du côté est, les deux portes. D'ailleurs, les Lapierre nous disait qu'il n'entrait jamais par les portes ici. C'est plus sur le côté, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est une autre photo un peu plus proche de nous encore. C'est un peu la petite historique que je voulais vous présenter, une petite mise en situation. Et maintenant, je vais défiler quelques photos de famille maintenant. Peut-être, avant de parler de qui est sa photo, peut-être les deux Lapierre pourraient nous dire, parler de la famille, c'est qui les Lapierre? Puis Jean-Jacques se lance. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'abord de remercier au tout début Michel Lapierre. Si on est ici aujourd'hui, c'est grâce à Michel Lapierre et à la Société d'histoire de généalogie de Montréal-Nord, du Sault-Recollet, qui en 1987-88, avec Roger Desautels, ont fait la publication, ont insisté vraiment pour que la maison soit récupérée comme ça, puis en faire quelque chose de valable. Alors, je suis bien content. Merci à vous tous, puis merci à tous ceux qui sont présents ici. Je vois qu'il y a des gens qui viennent un peu partout, de Ville-Laval, puis de l'île Jésus, puis des gens d'ici qui ont
connotation avec Montréal-Nord. Et je remarquais aussi tout à l'heure, tu parlais de M. l'archevêque. Alors, nous avons la fille de Sylvio, l'archevêque, qui est ici. Ah oui, alors, ça fait plaisir de voir la fille de Sylvio ici, parce que Sylvio, c'était le roi de la rivière Mississippi. C'était extraordinaire tout ce qu'il pouvait faire. Alors, pour vous parler un petit peu de d'abord, merci à Marie Lalonde. Puis, disons que Stéphane, vous ne l'avez pas applaudi, hein, mais quand même, c'est un régalisateur. Merci Marie, tu étais une bonne cuisinière. Tu fais très bien ça. Alors, je te remercie. Ça fait plaisir. Laissez-moi vous dire que les Lapierre, c'est une famille assez spéciale. D'abord, ce sont des gens excessivement honnêtes. Première chose, des gens honnêtes. C'est vrai. Des gens travailleurs, des gens très habiles. Mais des piètres hommes d'affaires. OK? Des piètres hommes d'affaires, que ce soit pour ici les transactions qu'on a eues, les transactions pour l'île Lapierre. Ça a été épouvantable comment ils ont été de piètres hommes d'affaires. Puis c'était des gens travailleurs. Parce que vous savez que pour Pigeon et Drapeau, par exemple, Pigeon et Drapeau, au début, c'est Alphonse Lapierre, le fils, qui a commencé, qui a aidé à bâtir Pigeon et Drapeau. Il y avait Florian Lapierre qui a travaillé là. Il y avait Tijan Lapierre, mon père à Aldéric. Alors, il y avait une famille de Lapierre qui existait. Tous les garçons d'Alfred Lapierre qui travaillait chez Pigeon Drapeau. Donc, Pigeon Drapeau, ça a été correct. Et pourquoi Pigeon, à un moment donné, qu'on était unis à Pigeon? Parce que M. Pigeon avait marié une Lapierre. Il était pas fou, hein, quand même. Quand même, c'était des belles femmes, c'était ça. Il avait marié une Lapierre. Et puis, peu plus tard, disons, comme ça ne fonctionnait pas avec M. Drapeau, ils se sont séparés. C'est là qu'ils ont parti Pigeon Marine. Pigeon Marine. Alors, Pigeon Marine, c'est devenu de la séparation de Pigeon Drapeau, de Arthur Pigeon, qui s'est séparé, qui a fait ça, qui a fondé Pigeon Marine. Ça va assez bien. Robert, si jamais je vais intervenir, je n'inquiète pas. Oui. Vous savez, Robert est beaucoup plus jeune que moi. Vous savez, ça ne paraît pas. Là, et moi, disons que je vais avoir 50 ans bientôt, mais Robert. Monsieur Lapierre, oui. Peut-être vous vous situez par rapport au Lapierre. Ah oui. De quel bord vous êtes? Du côté d'Alfred ou du côté de. Moi, je suis du côté d'Alphonse. Alphonse, c'est mon grand-père, mon père est né ici, et mon père est né dans cette maison, là, ici, et mon arrière-grand-père est né dans cette maison. Mon père est né ici en 1907, et puis mon père, c'était, disons que l'avant-dernier de la famille. Il y avait Alphonse, fils, qui a été pris longtemps de sclérose en plaques, qui était déjà assez jeune, pris de sclérose en plaques, qui est mort à l'âge de 59 ans, après avoir passé 30 ans complètement quasiment légumes, comme on peut dire. Il y avait Aldéric Hermina, qui était la jeune fille qui est morte à l'âge de 18 ans de méningite. Il y avait Aldéric qui était l'homme fort de la famille, parce qu'il faut dire qu'Alphonse était l'intellectuel de la famille. Aldéric, c'était l'homme fort, qui a fait peut-être quelques années d'école, et c'est lui qui allait courir les vaches au bout de ça, qui était fort, qui était mais excessivement habile aussi de ses mains pour construire des choses sur Pigeon Drapeau. Je vous mets une anecdote. Aldéric était profondément religieux. Lors de la première communion de son fils, il avait construit une belle autel en chêne. Il avait bien verni, puis une belle autel. Pour les autres, c'était bien important. Ça. Alors, il y a un petit de ses compagnons qui vient voir, il dit « Qu'est-ce que tu penses de mon hôtel? » Il dit « Ça va être gros, un coup peinturé. » Monsieur Lapierre, c'est votre cousin, Robert. Oui. Robert, lui, son lien. Moi, c'est avec le plus jeune des enfants d'Alphonse Lapierre. Mon père s'appelait Gérard. Il est venu au monde en 1912, dans la maison qui est à côté, là, la maison qui est en démarche maintenant. Là. La raison pour laquelle elle est en démarche, c'est parce que ma mère a vécu jusqu'en 2008. Elle est décédée à 95 ans là-bas. Fait qu'après ça, j'ai vendu la maison, puis ils ont commencé les travaux, ça, ils ont été arrêtés, puis c'est pour ça que ça va recommencer, ça va continuer. Elle va redevenir belle un jour. Fait que c'est la raison. Fait que moi, je suis né sur le terrain ici, pas dans la maison, ni dans l'autre maison. Je suis né dans une maison, à peu près où il y a la passerelle, là. Il y avait une maison qui était là autrefois. Mais Robert, moi, j'ai entendu dire que vous étiez le seul, dans vos deux, qui a déjà entré dans la maison à l'époque. Moi, j'ai rentré plusieurs fois ici. Ouais. Comment vous pouvez nous expliquer comment c'était disposé? Quand on entrait, là, c'était quelle pièce, ça servait à quoi? Bon, il y avait un escalier central, là, avec des rampes en bois de chêne, là. Puis il y avait l'escalier qui tournait. Qui montait où, exactement? Il était à peu près dans le centre.
qui était dans le centre, mais ça fait tellement longtemps. Après ça, ça a été démoli, cet escalier-là. Ça a été modifié. On fait un escalier différent qui était droit. Puis après ça, ben, ça a disparu. Les pièces en haut, c'était des Les chambres pièces à en coucher? haut, oui, c'était des chambres à coucher. Des chambres à coucher en haut? Oui, mais moi en haut, j'étais jamais monté. C'est privé. Oui, oui, c'était privé. Puis, De quelle façon que c'était isolé? Isolation. ici, il n'y a pas d'isolation. Non, mais c'était du brinti. Ah, C'était tout du brinti qu'il y avait en haut. Pour isoler, ils avaient isolé avec du brinti. Est-ce qu'il y avait un caveau pour les légumes? Non. Mais je sais qu'en haut, une fois, j'étais monté avant que les travaux soient faits. Il y avait un escalier. Pour l'époque, c'était bien parce qu'on tirait sur une ficelle, une corde, là, puis l'escalier descendait tout seul. Et la partie où Et là, on vous entre- tirez, et l'autre coup, ça corde, l'escalier montait tout seul. la partie où on C'était large entrait, comme ça. la partie où on entrait, ça avait quelle fonction? Ça avait une cuisine d'été? Non, c'était pas bien classé, il faut dire. À l'époque. À l'époque, À l'époque, ça servait souvent de laiterie, de laiterie, parce que la laiterie, la petite grange qu'il y avait à côté, c'était pas assez propre pour être une laiterie. Ça s'appelle sûrement la laiterie, c'est la façon d'agir des gens, c'était à peu près ça. Je ne sais pas si les gens vous ont remarqué aussi. Hein. Regardez dans le cadre de porte, là, vous avez de la pierre des champs. Oui. Puis la façade sur le côté de la maison, c'est de la pierre de taille. Alors quand c'est Luc Bignon-Lapierre, ils vont faire une entrée pour la porte ici, pour permettre aux endroits, les pigeons de vivre ici. Ils vont récupérer l'entrée, la porte, mais ils vont rajouter de la pierre de taille. Alors, la pierre de taille ne date pas d'origine de la maison. La pierre qu'on voit des champs, ça, c'est une pierre d'origine. Et puis quand vous allez ressortir tantôt, parce que tantôt je vais vous faire sortir, vous regarderez à votre gauche en sortant, il y a un petit trou dans le mur, on pourrait penser que c'est l'entrée pour une laiterie d'ailleurs. Où était la toilette? Ah, ça, c'était des toilettes portatives, ça. Ah oui, ça, c'est remarquable. C'était des toilettes avec un trou dedans et une chaudière. Puis après ça, ils prenaient la chaudière et elle la vidaient par après. Le pot de chambre. Le pot de chambre. Et puis, disons qu'une affaire qui était remarquable, à l'époque, il y avait un clou ordinairement dans la toilette, un clou sur lequel on accrochait des morceaux de gazette, qu'on disait des morceaux de papier de toilette. Alors, ma grand-mère, même au 4315, il y avait le clou, puis après le clou, il y avait du papier de journaux taillé à peu près 10 pouces de long, puis ça, puis des papiers d'orange, si vous voulez, qu'on enveloppait les oranges, et c'était ça qui servait pour se nettoyer. Alors, je ne sais pas comment était la couleur de ses fesses, mais c'était probablement, il y avait des nouvelles sur ça. Maintenant, pour l'eau, ils ont cherché, ils ont qu'il ne faut pas chercher l'eau parce qu'il n'y avait pas de puits ici. On allait chercher l'eau à la rivière. Ah, Et c'est ça. C'est ça qui servait le porto. C'est ça on allait chercher l'eau à la rivière. Et très longtemps ici, la piste était là. On allait ici, on descendait en bas, on allait chercher l'eau à la rivière. Il y avait une petite source aussi, Robert. Oui, il y avait une source à peu près à mi-chemin entre les deux maisons. C'est une source d'eau froide, mais après les travaux du boulevard Gouin, puis tout, à force de creuser la source, c'est une bonne journée à cesser de couler. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'était, il est probablement d'origine. Celui-là, je crois que celui-là ici date à peu près de 1900. Ce porto-là date à peu près de 1900. C'est assez unique, j'en suis très fier. Quand vous descendiez sur le bord de l'eau, vous m'avez rencontré à moi, parce que pour les gens ici, moi je les ai déjà rencontrés, ils savaient déjà un peu leur histoire. Mais ils m'ont parlé qu'il y avait déjà. Moi je suis né de Montréal-Nord, je suis parti à l'âge de 10 ans, 78, je n'ai pas connu ça. Mais il y a eu des bâtiments sur le bord de l'eau, en bas de la pente. Oui. C'était des quoi ça? C'était des chalets? C'était des maisons habitées à temps plein? Ici, la maison. Ici, sur le bord de l'eau, d'abord, En bas de la pente. En bas de la pente, c'était l'écurie et le poulailler. Il y avait l'écurie et le poulailler qui étaient là. Et ils servaient de ça. Parce que, au fait, ça a servi à bien des choses. Parce que les Lapierre, lorsqu'ils ont bâti le barrage, ils ont récupéré le bois des formes. Le bois des formes, c'était du madrier de 3 pouces. Alors, lorsqu'ils défaisaient les formes, ils coupaient simplement ça et ils laissaient aller le bois. Alors, les Lapierre allaient chercher le bois dans la rivière, avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Ils rapportaient le bois, le madrier, jusque sur le bord. Ils le laissaient sécher. Et avec ce bois-là, mon grand-père le transportait. Ils ont bâti 5 maisons sur la 17e avenue, 3 maisons sur la 3e avenue et 2 maisons sur la 1er avenue. Ah, c'est ça. Alors, avec le carré. Alors, je vous dis que les Lapierre, c'était des travailleurs, c'était des contracteurs. C'était très bon pour construire. D'ailleurs, je pense que comme maçonnerie, si vous regardez la maison, là, la maçonnerie a été faite par les Lapierre.
Tu sais, ça a été fait par Lapierre. Et moi, j'ai vu son père, lui, où il est né. J'ai participé à la construction de cette maison-là. Et tout était fait par eux autres. Tout était fait par eux autres. C'était tout fait à la mitaine. Oui. Vous avez ici, j'ai une photo, je pense que... Alors, on peut peut-être commenter les photos, puis quand on va arriver, on va parler de Ok, Oui, d'accord. mais là, pour cette photo-là, Celle qu'on voit, ça celle-ci, c'est... là, si on part à gauche, c'est Pierre Lapierre. À gauche, c'est Anastasie Vanier. Et en haut, à droite, c'est Mélina, Mélina Lapierre. Lapierre, qui était mariée à un Ménard. C'est pour ça qu'on l'appelait Madame Ménard aussi. Oui, ça. OK? On l'a identifié aujourd'hui. Ici, vous avez, moi je vais commencer par Oui. ce que je connais, il y a mon grand-père, mon parrain, puis c'est peut-être même le parrain de Jacques aussi. Oui. Hermina, Hermina, Alphonse. c'est Hermina, c'est la sœur de mon père, si on Qui est veut. mort à l'âge de 18 ans de 18 ménage. ans. Alphonse, c'est ça, Alphonse, et Aldéric. Puis en haut, c'est ma marraine, Exilda Charbonneau, qui devait de Laval. C'est une belle femme. Qui s'est mariée à 16 ans en passant. Oui, qui s'est mariée, puis qui était la fille du premier colonisateur de Ville-Laval. On sait qu'à Ville-Laval, le premier colonisateur, c'était Olivier Charbonneau, qui était la succession à la fille de Jean-Baptiste Charbonneau. Elle est née sur 4800 Montée des Perrons. Ceux qui connaissent la Montée des Perrons. 4800 est quelque chose de formidable. J'ai regardé aujourd'hui, elle est née au 4800 Montée des Perrons, et la maison d'Arthur Pujon, ici, sur le boulevard Gouin, c'est 4800 boulevard Gouin. Alors, qui était la sœur de mon grand-père. Oui. Regardez. À droite, c'est mon père en cravate, puis ici, comme moi, on n'a pas perdu la C'est mon père qui est mort à 76 ans. Mon oncle Roméo, le père de C'est ça. Qui est mort à 92 ans. 92 ans. Oui. Et Aldéric, le frère de mon père, le plus vieux, après celui qui était décédé, le plus vieux, Alphonse, qui s'appelait. Je vous fais remarquer que le panier à droite, c'est celui-là. Ça a été pris en face de la maison du 43-15. Oui, à 43 pieds. Ici, il y avait un très grand jardin parce qu'ils ont eu la permission de cultiver la terre. Et puis, juste pour une dizaine d'années, mais ça s'est poursuivi pendant très longtemps par après. Ils ont cultivé jusqu'à les années, je pense, 65 à peu près. Alors, c'était une bonne terre à patates. C'est que mon grand-père cultivait des patates pour toute la famille. OK? Bon, et là, vous avez Alfred Lapierre avec Aline Lachavette, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Oui. Qui était de Lachavette ici? C'est vous? C'est vous? Est-ce que c'est ça, hein? André? OK, ça c'est Aline Lachavette, hein? Oui, c'est la femme Avec de la Alfred Lapierre, le frère d'Alphonse, celui qui était propriétaire de la maison ici. C'est ça, hein? Des belles photos, hein? Ça ici, à droite, c'est moi. Ma mère qui est décédée, dans le milieu, c'est ma mère qui est décédée à 95 ans, en 2008, là. Puis à droite, à gauche, ça c'est mon frère jumeau, qui s'appelle Jean. La photo est prise... Sur le chaland de l'île, la traverse. Il faut dire qu'à l'île Lapierre, Le chaland, oui. c'est sur le chaland. l'île Lapierre, il y avait 35 chalets qui étaient là. Et on avait le chaland qui traversait la voiture. Et voici, c'est moi qui est à droite avec mon père, Roméo. La photo a été magazée un petit peu, il faut remarquer. Et vous regardez le chaland, c'est moi qui traversais les voitures. Et j'étais le dernier à traverser des voitures, des autos en bas du barrage. Messieurs Lapierre, situer les gens, c'est près du nouveau pont la 25. À côté du pont de la Puis maison. on en a entendu parler aux nouvelles, l'île d'Argent. Ça s'appelait l'île d'Argent à cause de M. Argentino qui l'a acheté. D'ailleurs, Il y avait 3 îles aux fesses. Il y avait l'île Rochon, l'île Desjardins et l'île Lapierre. La nôtre était meilleure. je l'avais. Quelque chose d'important, pour l'île Lapierre, c'était important. Au bout de l'île, il y avait de l'herbe alliée qu'on appelle, qui servait à faire les toits de chaume. Et les toits de chaume, on s'en servait ici pour l'écurie qu'il y avait en bas, ici au 43-15. Le toit était fait en chaume, puis c'était de la chaume qui avait été cherchée aux îles. Alors, c'était de l'herbe alliée qu'on appelle, qui servait à attacher les tiges de blé, mais qui servait aussi pour faire les toits. Alors, l'herbe alliée venait de la rivière Sur l'île de la Pierre, vous aviez des chalets, c'est ça? Oui, on avait 35 chalets. Maintenant, vous avez le petit pont qui est là. Le petit pont n'existait pas. Alors, moi, je traversais les autos. Je traversais les autos l'été. Puis, regardez, des fois, je pouvais embarquer 2 autos. Quand c'était des petites voitures, on embarquait. Ça, c'est mon père qui est à l'avant, qui est là. Ça, c'est plutôt pour moi, ça. Oui.
Est-ce qu'il y avait une piste de danse pour les gens, c'était des gens d'extérieur? Oui, j'avais un petit restaurant. Robert est plus jeune que moi, beaucoup plus jeune. À un moment donné. Alors, on avait un restaurant, une piste de danse qui fonctionnait avec une génératrice qui fonctionnait avec ça. Il appelait ça un dynamo à l'époque. Oui. On transportait, les messieurs venaient porter de la glace, je venais chercher de la glace, là je transportais ça. J'avais une vieille voiture, je ne sais pas quelle année, là, mais une vieille voiture, ils avaient enlevé le toit arrière, puis je transportais un vieux Ford, je transportais de la glace sur ça. Ah, on travaillait pas. Peut-être en sortant de commenter les photos, la rivière des Prairies, là, on se baignait dedans? Oui, est-ce que quelqu'un peut venir? Ah, non. Bah, c'était peut-être propre, mais on ne gardait pas ça. On n'était pas regardant. On se baignait. Il y avait la plage, on avait une plage, mais chez Rochon, chez Desjardins, la plage était plus populaire. Alors, ça se baignait davantage chez Rochon, chez Desjardins. Oui. Moi, jeune, je me rappelle, mon père nous amenait en autobus baigner. C'était sur le côté de l'île Jésus, la Sunny Beach, puis Mont-Repos. Il y avait ça, c'était la plage Chartrand. Non, mais la plage Chartrand, c'était ce côté ici de l'île. Et quand vous alliez au Mont-Repos, c'était l'autre côté de l'île, sur la rivière des Mille-Îles. Alors, mais la Sunny Beach, c'est quelque chose? Oui. C'était à l'autre bout, c'était près de la plage Mont-Repos. Mais il y avait la plage Chartrand, qui était à l'autre bord des îles, juste sur le côté de l'île Jésus, qui était vis-à-vis la rue, pas la rue du Moulin, mais un petit peu plus à l'est. Un petit peu avant la montée du Moulin, parce qu'à la montée du Moulin, le courant était trop fort. Et l'hiver, comme loisir, les gens patinaient, ça vient? Pas tellement. Les loisirs, à l'époque, la pêche. Les loisirs, oui, la pêche. La pêche, écoutez, la pêche, personne n'était supposé d'avoir de varveau, mais tout le monde avait du poisson. OK? Alors, il y avait des varveaux, puis il y avait des lignes d'armande qu'on appelait. Des lignes d'armande? Des varveaux. V-A-R-V-V. C'est un varveau, c'est un piège à poisson. C'est un piège à poisson. C'est un piège à poisson qu'on avait, qui faisait. Les gens avaient ça, ils voyaient du poisson. Puis après ça, il y avait des lignes d'armande qui existaient. Je sais que Sylvio, l'archevêque, avait pas mais ça, les lignes d'armande. Mais les varveaux, ça, il ne faisait rien. Mais les lignes d'armande, c'était des lignes qu'on laissait. Toute la nuit. Oui, mais les gens l'appelaient la ligne d'amande. Oui, c'est vrai. Mais on allait chercher ça. On allait chercher le poisson le matin. Alors les gens, c'était pas permis, c'était défendu. Fait que les gens, à un moment donné, se surveillaient. Mais c'est rien, c'était tout le monde en avait. C'est comme la boisson. Personne faisait de la boisson forte, mais tout le monde en avait. On parlait de la maison qui est à côté. La prochaine, tu ne l'as pas remarqué en sortant, vous allez la voir. C'est une maison où Robert, tu as grandi là. Moi, j'ai grandi là. Dans le fond, j'ai vendu la maison en 2009, après le décès de ma mère, parce que moi, j'habite plus Montréal. Puis j'ai dit, ça me donne rien de garder ça à mon âge. Est-ce qu'elle doit être démolie, la maison? Pardon? Est-ce qu'elle doit être démolie, la maison? Non, elle va être rebâtie comme à l'époque. Ah, il vient d'en avoir pas. Je pensais qu'il arrive pour la reprendre. La voici. Elle va être rebâtie La comme voici à comme l'époque. elle est Aujourd'hui, les photos d'ordinaire. La voici comme à l'époque. Et nous avons la photo de l'époque. Et ça, c'est une photo bien importante, c'est la famille d'Alphonse. Alphonse, vous avez d'abord, vous allez m'excuser, vous avez ici le frère d'Alphonse qui était Joseph. Hein? Non. Comment il s'appelait? Joseph, Alphonse. C'est ça. Lui, c'était Joseph. Oui. Puis ça, c'était Alphonse. Qui est décédé, en en passant, qui est décédé dans la maison du 4315, assis à côté du poêle. Il est décédé sur la chaise comme ça. Ouais. Ici, vous avez Alphonse, fils. Vous avez Amina qui est décédée à l'âge de 18 ans. Ici, vous avez Albéric, Roméo et Gérard. OK? Robert m'a conté une belle anecdote. C'est qu'il y avait quelqu'un qui était malade à cette maison-là. Alphonse. Et ils ont fait venir quelqu'un de très connu, plus soigné, le frère André. Moyennant une généreuse donation, le frère André est venu, c'est vers les années 1930. En 1934, le 23 juin 1934, puis j'ai la chaise sur laquelle il s'est assis. C'est un banc de piano. Puis ça a été ils ont défait le banc de piano avec la vis centrale, puis ils ont graffiné ça avec un couteau en dessous, là. Visite du frère André, le 23 juin 1934. Ça vient de... C'est moyennant une généreuse contribution. Mon père, mais c'est mon père qui a ça n'a rien donné. J'avais le docteur Gravel, j'ai eu un docteur. En
parlant de médecine alternative, apparemment que en parlant de médecine alternative, les Lapierre avaient un don. Oui, apparemment qu'on a un don, les Lapierre, on est capable d'arrêter le sang. Mon grand-père, il croyait pas, mais on venait le chercher pour lui demander. Apparemment qu'il y a eu des résultats, parce qu'à un moment donné, il avait arrêté le sang sur un cheval, puis le monsieur était venu, il portait une bouteille de boisson, c'était du gin, à ce moment-là, un beau gros gin. Alors, c'est ça. Puis moi, je l'ai essayé, ça a été bon pour des petites affaires, je pense que c'est d'auto-suggestion. Mais bon, mais par contre, lorsque mon fils a eu des grosses saignements, ça en vient de moi. Alors, le don, là, on m'a donné ce qui est maintenant Gravel, que s'il est un don d'arrêter ça. Mais c'est supposé que ça soit familial. Robert me dit qu'il y avait des paroles, mais moi, mon grand-père m'avait dit que tu as le don, puis il m'avait mis le don. Par respect, les paroles, je ne les dis pas. On parle pas de ça, toi. Là, j'ai dit ton micro, il marche. Non, c'est des paroles que c'est assez spécial. Oui. Puis ça n'a aucun intérêt. C'est juste ça. C'est la maison. C'est la maison où Robert est né. Moi, la 4301 Gouin, j'ai encore gardé la plaque qui est Ça, c'est entre les deux bâtiments. Oui. Puis ça, c'est le garage. Puis le garage a quelque chose de spécial. Il a gardé des cendres de son père pendant combien de temps? Mais dans le garage, quelques mois, après ça, je les ai gardés à la maison. Après ça, je les ai gardés je les ai gardés dans l'automobile au moins 2-3 ans avec moi. Après ça, mais je les ai passés à mon fils. Il les a mis dans un coffre de pirate dans son salon. Et au décès de ma mère en 95, j'ai enterré les cendres de ma mère au Saut-avec-Collet ici, en même temps que ma mère. Alors, vous voyez que ça, c'était tout bâti par la pierre, la maison ici. Ça, c'était le coulorier qu'il y avait au bord de l'eau. C'était, écoutez, c'était pas une petite planche de pouce, hein. C'était de la planche, OK? C'était de la planche, puis regardez, c'était bâti, c'était un coulorier. Puis regardez le toit ici, mais à l'intérieur du toit, c'était tout des lattes pour pouvoir supporter l'herbe alliée. OK? C'était les toits de chaume. Parce que avant ça, ça avait été des toits de chaume, puis même l'écurie à côté, c'était des toits de chaume aussi qu'il y avait. C'est assez intéressant. Ça, c'est moi qui étais sur la photo. Ça, ça va être des photos davantage de Montréal-Nord. Ici, on a une photo qui est sur Gouin. C'est une photo qui vient d'ailleurs de la collection de la famille Lapierre. Ouais, on le retrouve d'ailleurs dans. Il y a plusieurs photos. Vous allez remarquer ça, c'est le côté du bord de l'eau. Ici, vous avez regardez le trottoir. Le trottoir qu'il y avait. Alors, mon grand-père, moi, il venait. Parce que moi, je suis né sur la Globalisation. Okay? Alors, mon grand-père partait avec une petite express. Vous savez, les termes, c'était drôle, express, parce que sur la voiture, c'était une petite voiture de jouet, c'était marqué CCM Express. Fait que, on appelait ça un express. Fait que, il m'embarquait dans la voiture, il venait jusque chez nous, sur la Globalisation, comme ça, puis regardez, je me rappelle encore de ça, ça fait pas si longtemps. Et vous savez que le boulevard Gouin, c'est le plus long boulevard, le boulevard de l'île de Montréal, qui a 51 km de long. Okay. Alors, c'était le grand boulevard de l'époque. C'était toute une aventure. Puis une bicyclette à l'époque, c'était quelque chose de précieux. D'ailleurs, par curiosité, la plus longue rue et la plus courte rue de Montréal, se croit, c'est Gouin. Puis il y a une petite rue dans Bordeaux qui s'appelle Columbia. C'est grand, jusqu'à 4 mètres. Puis il n'y a pas d'adresse. Les transports en commun qu'il y avait dans le Saut-Récollet, dans Montréal-Nord. Ah, ça, j'ai fait ça. Moi, pour aller à Montréal, ça nous prenait à peu près 1 heure et demie de temps pour prendre ça. Et on prenait le 40 d'abord, qui aboutissait sur le point de Pigeon et Gouin. Et puis on se rendait d'abord avec un transfert au Saut chez Le Sage, et puis on s'en allait pas ça en ville. On s'en allait en ville. En ville, à un moment donné, il n'y avait pas rien avant. Bon, à partir de Crémazie, entre Crémazie et le Saut, il y avait pas de Un instant, non. Quand je parle de Le Sage, c'est la patate frite Le Sage. On va saluer. Vous savez, les tramways vont permettre aux gens de la ville davantage d'aller au nord qu'aux gens du nord d'aller au sud. Les gens du nord, du sud, pardon, ils n'ont pas d'accès à des espaces verts. Ça donne, il y a des lignes de tramway qui vont être poussées. Il y a une compagnie de tramway qui s'appelle la Park and Island, des parcs et des îles. Cette compagnie-là va pousser une ligne de tramway dans le nord, les gens aient accès à des espaces verts. Cette ligne de tramway-là va pousser une ligne jusqu'à Cartierville pour le futur parc.
C'était toujours des divertissements champêtres qu'on trouvait au nord de l'île. Donc le tramway, il partait du centre-ville de la rue Craig, je pense à peu près Saint-Antoine. Puis il y avait le Myland qui allait jusqu'à la Chine. Ouais, Il y en a qui ne savent pas. Puis il prenait Saint-Denis, montait jusqu'à Jean Talon. Puis à partir de Jean Talon, il en prenait la Jeunesse et descendait jusqu'à la gare à Antique. Et il bifurquait pour s'en aller vers l'est, à Montréal-Nord. Ben, il arrêtait à peu près Saint-Michel, Gigi Gagné, je vous ai pas oublié, je vois votre main. Puis là, il y avait une gare qui était là, puis il y avait l'autre tramway qui faisait le transfert jusqu'à Montréal-Nord, jusqu'à la rue Pigeon. Fait que ça, c'est le 40, la rue Pigeon. Oui, vous avez un commentaire? C'est le tramway 24. Oui, oui, de Nicolas. Montréal. Il allait jusqu'à Crémazie. Rendu à Crémazie, ça allait jusqu'à la rue Mélune. C'était un champ. Voilà. Le concept de là qui arrivait, la station Annecy. C'était la rue Christ-Leroy qui était la rue de la jeunesse. Non, c'est pas sa rue de la jeunesse qui passait. Non, mais un peu plus loin, la rue Christ-Leroy, c'était la rue de la jeunesse après Christ-Leroy. À ce moment-là. Moi, j'ai vu des témoignages, j'ai eu des activités comme ça les dernières années. J'ai des gens, des fois, qui me racontaient, ils s'en allaient au Sceau ou à Montréal-Nord, mais ils préféraient débarquer à la hauteur de Crémazie ou Jean Talon pour pouvoir marcher à travers les champs, pour pouvoir manger les murs en chemin. Oui, ça fait aujourd'hui. Et pour sauver un ticket de 3 cents et demi, on marchait de chez Le Sage, aller jusqu'à la rue Pigeon. Sauver un ticket de 3 cents et demi. Ça, c'est le terminus qu'il y avait au coin Gigi Gagné, c'est pas loin de Saint-Michel. Regardez, Ça s'appelait Émile dans ça. il y avait pas d'écrit, c'est écrit en anglais. C'est la Montréal Tramway, ils n'ont pas C'est le même endroit. Puis d'ailleurs, pendant que les gens attendaient pour la ligne de Montréal-Nord, il y a un gars qui s'est ouvert une cabane à patates, vendre des frites aux gens qui attendaient ces frites à patates. Ça, c'est le cinéma Régal. C'est au bout de la rue, il y a eu Pigeon. Juste mais maintenant, il y a une chose qu'il faut penser qu'il y avait les gros chars qui venaient aussi. Les gros chars qui ont utilisé aussi, c'est Les gros chars, c'est les trains, ça? les trains. On appelait ça, écoutez, j'en pas les termes de l'époque, hein. C'était les gros chars. C'est parce que les gens, je traduis. Il y avait chez Pigeon Drapeau, la Pigeon Drapeau transportait le matériel. Alors les gros chars prenaient la même voie, puis ça fait le dire. Prenaient la même voie. C'était mauvais gars. Sur le boulevard Fouet, juste au point de Pigeon, sur le côté, L'arrière. sur le côté du bord de l'eau, là, ouest. Que le parc des millions. Mais le bâtiment n'existe plus. En parlant de tramway, regardez, quand on parlait du champ à l'époque, On n'est pas parvenu à identifier exactement où c'était. Si on voit le pont qui est un peu plus loin, mais on n'est pas C'est parvenu. parce que là, ici, là, c'est parce que c'était pas toutes les rues qui traversaient vers le boulevard Rouen. Autrement dit, c'est comme si on prend dans l'est de Montréal, la rue Victoria, là, puis à l'autre rue, à l'autre côté, puis la voie ferrée, il y a juste quelques rues qui peuvent traverser. On ne peut pas savoir. Parce que regardez, ici, il y a la voie ferrée des gros chars qui est là aussi. Qui s'en allait. Alors, c'est difficile à identifier exactement. il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Regarde, juste je faire mon commentaire, je ne vous oublie pas. Regardez le phare du tramway ici, c'était exclusif. Les autres tramways, Montréal n'en avait pas. C'est parce qu'ici, on est à campagne, il faut voir des animaux qui se promenaient sur les rails. Alors, c'est un phare qui pouvait éclairer jusqu'à quasiment 2 km en avant. Alors, c'était pour voir ce qu'il y avait là. Oui, excusez-moi. À part ça, il y avait deux trolley. Ils descendaient sur le trolley. Oui, il y avait 2 perches. Deux perches. Mais, ouais, ils passaient au niveau dans les boissons, comme Oui, ils se rencontraient au niveau de la rue de Pineuf. Ils se rencontraient, il y avait 2 tramways, puis ils se rencontraient à ce niveau-là. Il y en a un qui sort, puis ils se rencontraient à ce niveau-là. OK, il y avait 2 tramways. Ils se rencontraient. Puis il y avait M. Hurtaud et M. Morel qui étaient les chauffeurs. OK? Et ça faisait mon affaire, parce que mon grand-père était instructeur de la compagnie de tramway. Quand c'était eux autres, ils me mettaient le messe à roche. Alors, je venais de sauver 3 cm. Mais écoutez, c'était beau. Écoutez, moi, j'allais travailler chez Corbeil l'été, chez Cultivateur, je donnais 20 cents $. OK? C'était beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai eu une augmentation d'1 cent $. OK? Ça fait 21 cents. Mais je travaillais 60 heures dans la semaine. Ça me donnait 60 cents de plus.
Mais 60 cents, ben, je dis, moi, je n'ai pas ce que je peux acheter. Il faut acheter des hot dogs à 5 cents. Hein, des chips à 3 cents, des Polio-Rico à 3 cents. Alors, on me payait un snack avec ce 60 cents-là, c'était à peu près incroyable. Et vous, comment les temps ont changé, hein? Ben, tu vas faire des jaloux, arrête. C'est pas rien ce qu'ils disent, hein. Aujourd'hui, manger un hot dog, une frite, c'est pas possible. Mais à l'époque, quand tu prenais le tramway, tu rentres là, vous savez, c'était un moment où, à l'époque, les mères de famille, c'est un ouvrage quand il n'y aura pas. C'est le début d'une ère nouvelle où, genre, c'est récréatif manger, c'est le loisir. Stéphane, je ne sais pas si c'était ça, puis il y a des actes extraordinaires qu'on a eu. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de Sylvie de la Chauvet, j'aimerais ça qu'un jour on en parle. Il y a Armand Després aussi, qui a été un gars vraiment important dans tout ce qu'on a fait ici à Montréal-Nord. Armand Després était l'organisateur. D'abord, il était chef de police, chef de pompier, chef d'à peu près n'importe quoi. Il a travaillé chez Pigeon Drapeau, chez Thompson, à peu près partout. Puis il était grand maître des chevaliers de colon. Armand Després, c'était le coq de Montréal-Nord. D'abord, il était grand, 6 pieds 4. Il portait vers les PDG, il avait été garni d'un grand chapeau de cowboy, qui était très remarquable. Armand, il organisait beaucoup d'activités un peu partout. Après, c'est lui qui organisait les activités des tombolas, les soirées de lutte, tout ce qui pouvait exister au Parc Léonard, c'est lui qui organisait ça, les soirées. Il n'y avait rien que ce match qui se faisait à Saint-Vital, c'était tout à Saint-Gertrude que ça se faisait. Alors, c'est... ça va peut-être des gens qui ne viennent pas d'ici. Montréal-Nord, c'est divisé en 2 paroisses. À l'est de Pineuf, c'est Sainte-Gertrude. À l'ouest, c'est Saint-Vital. Le plus ancien, c'est Sainte-Gertrude. Oui, c'est ça. Alors, Armand, c'est ça, quand Armand a arrêté, c'est Gérard Savard, dit Mémère Savard, qui organisait ça. Puis moi, j'ai pris la relève. Puis quand j'ai pris la relève, on organisait des soirées le matin au Parc Léonard. Écoutez, comment on fait faire ça pour annoncer? On n'avait pas d'argent. Alors, j'allais sur le perron de l'église le dimanche matin et j'annonçais, je criais sur le perron. N'oubliez pas ce soir, soirée d'amateur, puis ça. Puis le soir, à mon avis, le Parc Léonard, c'était rempli. C'était plein. Vous avez rempli quoi, 20 personnes? Pardon? Sûrement, mon regard, j'avais sûrement 350, 400 personnes, au moins. Au moins, c'était plein. Il y avait André Georgetti, qui sa maison était à côté. Je vous dis que c'était plein. Okay. J'ai vu une main se lever au fond. Oui, mais concernant le tramway, bien confirmé ici avec quelqu'un d'autre, j'avais entendu dire que le tramway, on l'avait eu un petit peu grâce à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Il y avait des trains qui amenaient des prisonniers à Pigeon. Puis là, il y avait la traverse après. Effectivement, ça a pesé beaucoup d'ambulance. Ouais. Il y a eu l'établissement de la ligne 40 à Montréal-Nord. Ça servait beaucoup à amener ce baril de la ligne qui allait aussi de l'autre côté à la prison de Bordeaux. C'est semblable. Tandis que là, ça a été bâti vraiment pour desservir les gens, mais de l'autre côté, c'était même pas pour desservir les gens, c'était pour aller direct à la prison de Bordeaux. La première auto qu'il y a eu à Montréal, on parle de train, le premier véhicule, c'était sur le boulevard l'Archevêque, c'était le docteur Clermont. Le docteur Clermont qui traversait en même temps pour qu'il allait aussi à Saint-Vincent-Paul. Fêter les gens. Alors, il traversait sur le chaland avec sa voiture, c'était tout un événement. Alors, le docteur Clermont était bien populaire. Combien ça coûtait de passer sur le chaland? Il y a peut-être des Archevêques. Moi, je suis trop jeune pour m'en trouver. Moi, quand j'étais là, moi, à mon époque, je pense qu'il y a 10 cents pour les mais c'est ça, mais quand les gens allaient traverser, c'était quoi? Le tramway, le chaland était là? Et on attendait? Non, c'est parce que on allait à la maison? Le chaland a arrêté assez vite quand même. Le chaland, vers les années 50, était arrêté. Alors, c'était Silvio avait un gros bateau qui était large, puis disons que sur son bateau, c'était un gros moteur d'auto qu'il y avait dedans. Alors, il traversait le monde, puis on peut embarquer quasiment à 20-25 dans ce bateau-là. Il traversait uniquement avec ça. Puis ça, à ce moment-là, il y avait plus. Lui, il t'attendait là ou il attendait toute la journée? Il était chez eux, il était là, puis il y avait une cloche sur le quai. Il y avait une cloche, il y avait une cloche aussi à Saint-Vincent-de-Paul. Quand la cloche sonnait, il partait, il allait chercher le monde. Il allait chercher son 10 cents, puis il venait. Il y avait une autre main. Oui, bien, justement, pour ça, moi, je suis allé au Collège Laval. Oui. Puis, dans le nord de Montréal, il n'y en avait pas de patinoire d'aréna. Quand le collège a construit son aréna le premier, à l'automne, on voulait aller patiner là, mais M. Larchevêque, son gros bateau, il mettait au rencard, puis il essayait de traverser le plus tard possible avant les glaces, mais là, il traversait quasiment juste avec une chaloupe.
un moteur. Puis quand on revenait, ben, de patiner 9h30, 10h, au lieu d'une pioche, c'était un rime d'automobile, une corde et puis un marteau. On cognait là-dessus. Silvio, qui était de l'autre bord, il criait, puis c'est qui est là? C'était le duc. On a de l'argent? Oui, on a de l'argent. Il venait nous chercher, puis là, on voulait y faire une farce, on disait, regarde, sur le cheval, on va vous payer la semaine prochaine. Non, ben là, on disait, c'est correct, on va payer. Ça, monsieur, en 1954, la réunion a commencé en 1954 au Collège Laval. Et mon ami ici, l'annonce qui était au collège aussi. Moi, j'ai travaillé dans la construction de l'aréna, qui est la première fois qu'elle a été utilisée, c'était en septembre 1954. Alors, c'est après ça qu'il y avait la patinoire. Maintenant, ici, comme loisir, on avait des patinoires quand même. Au parc Léonard, il y avait des patinoires. Il y avait des parties de hockey aussi. Il y avait une grande rivalité entre Sainte-Gertrude et Saint-Vital. C'était, si vous avez vu le film Les Loups, non, c'était à peu près pareil. Les Lefebvre, c'était bien. Écoutez, il n'y avait pas de loisirs. Okay? Alors, les seuls loisirs qu'il y avait ça, même en été, il y avait la balle molle. Alors, il y avait des clubs qui étaient organisés. À niveau, Pardon? Non, au collège avant, on allait jouer des fois des parties ailleurs. On avait été joué pour le collège avant. Puis, vous sortez, c'était pas des clubs tellement bien organisés. Il faut dire qu'André Chanlot, c'était tout un ensemble. Il était bon, petit peu d'arranger aussi. Alors, c'était les seuls loisirs. Puis, quand on parle de loisirs, le patinage, j'ai pas apporté mon patin ici de voir ça. Il est chez nous. Il n'y avait pas de patin, on n'était pas organisé pour ça. Sauf que moi, rendu vers les années 45-50, quand on commençait à faire le matin, avancé il n'y avait pas. Alors, ce qu'on faisait, le loisir, on jouait, on s'arrangeait au hockey. Puis les hockey, souvent, c'était les hockey qui étaient poussés, qu'on était épais, on arrangeait le hockey, il était tout mangé, il était tout, il était en tout. On jouait comme ça, on faisait ça. Toujours dans les souvenirs, je me fais des photos aussi, on passait plus de coq à l'âne. Il y avait le pont Neuf ici. En passant, pour les plus jeunes, ils savaient à l'origine le pont Le Caron, en souvenir de la première messe qu'il y a eu à Montréal, qui était sur la rivière des Bréils en 1615 par Joseph Le Caron, qui était le Récollet. Alors, on a une photo ici, je pense. J'en ai une autre. Peux-tu revenir sur la photo? Allez, oui. Ici, là, il y avait une vieille maison qui était là, à côté d'un garage qui est là. C'était la maison d'été de Sire Laumerbois. Ah oui. Qui était juste là. L'ancien premier ministre. Oui, l'ancien premier ministre, Sire Laumerbois qui avait. Alors, vous savez, oui, une chose importante. Joe Montferrand. Vous connaissez Joe Montferrand? Oui. Il est passé ici. Joe Montferrand est passé ici. Mon grand-père a vu Joe Montferrand. OK? Joe Montferrand, il y avait 3 places sur les cageux qui venaient. Il arrêtait à l'île Jésus chez l'hôtel de Martin Plouffe. Il stationnait de l'autre côté ici sur les voitures. L'autre place qu'on stationnait, c'était en face de la prison de Saint-Vincent-de-Paul, où c'était très vaste. Alors, les cageux, ceux qui veulent savoir ce que c'est, j'ai un petit livre qui montrait ce que c'est, c'était toute une expédition. Alors, Joe Montferrand était un gars à peu près 6 pieds 4, bâti pas à peu près, qui avait une réputation de bagarreur, d'homme fort, puis qui prenait le coup. Puis ça, il était capable. Alors, il traversait ici, puis s'en allait à Rivière-du-Pérou. Alors, bon, à l'époque, mon grand-père, ça l'impressionnait parce qu'il était gros, il était grand, mais ses activités, il ne les connaissait pas. Parce que le gars, il avait la faculté d'être un athlète, il laissait sa marque, il mettait ses crampons au plafond des maisons. Alors, sa marque de commerce, avec ses pieds, il sautait, puis il allait mettre sa marque de commerce sur les maisons. Il était capable de lever sa table comme ça. Ah, ouais. Il est allé égratigner le haut du plafond avec sa coude. Ah oui. Puis la légende raconte qu'il était impliqué dans plusieurs bagarres et sa technique pour battre quelqu'un, c'était de lever la patte, de la faire retomber sur la tête du gars. À un moment donné, la légende voudrait qu'à Gatineau, qu'il avait affronté, on va vous dire la légende, c'est la réalité. Oui, et puis il y en a qui mettent plus que ça. Nous, on va dire une vingtaine, puis on va s'arranger après. Il y avait pas des cons, puis ils avaient. Ça avait aller. La légende dit là qu'il avait pris un par les pieds, il l'avait fait tourner par sur maison. Oui. Et puis sur les cages ici, la loi permettait de danser et de prendre un coup. C'était une loi fédérale qui empêchait que la ville ne pouvait pas intervenir. Alors sur les cages, il y avait des batailles organisées.
OK, alors, il y avait des défis qui étaient faits. Il y avait un ami qui disait, par exemple... Une petite parenthèse. Pour les gens qui ne savent pas, une cache, c'était énorme. Hein? C'était des bio de bois, c'était la marchandise qu'on faisait voyager. Vu qu'il n'y avait pas de chemin de fer, parce que le bois venait de l'Outaouais, ça s'en allait à Québec, c'était du bois, des bio, qui étaient attachés ensemble, ça faisait un radeau grand comme un terrain de football. Ça descendait. Puis là-dessus, il y avait une petite coquillerie pour faire à manger. Ah oui, oui, c'était comme un radeau. Viens voir les photos. C'était un village flottant, parce que ça prenait plusieurs semaines de se rendre jusqu'à Québec. Alors, on organisait des parties sur ça, ça dansait, ça prenait un coup, puis c'était des défis de bagarre. Alors, il y avait un ami Guinette qui avait menacé, comment dire, qui avait dit à Joe Monferrand, ben, on va faire une bagarre avec toi, ou un an d'argent. Avec compte l'heure du jour de la bagarre, ben, Guinette n'est pas Guinette ne s'est pas présenté. Alors, Joe Monferrand, il était né pas loin de l'hôtel de ville de Montréal, dans le village de Saint-Laurent, comment ça s'appelle ça, le Faubourg Saint-Laurent. OK. Et puis, le type il est mort dans le vieux, pas loin de chez l'ancien du Puy et Frères. Il est mort là, puis ça a été un gars extraordinaire. Vous savez, lorsqu'on voit les campagnes séparatistes qui existent aujourd'hui, ça part de Joe Monferrand. OK? Parce que les Anglais, à ce moment-là, c'était pas un cadeau, hein? On mangeait des méchantes plates, tu sais. Alors, c'est lui qui a commencé vraiment à prendre la part des Québécois, puis de les défendre. Monsieur Lapierre, oui. On va passer à d'autres sujets, parce que Marie avait raison tantôt quand il parle. Il a fait un peu de politique. Oui, non, c'est ça. Mais en passant, pour les gens qui connaissent un peu l'autre côté, le boulevard des Vagues avait tellement de mauvaise fréquentation à cause des cageux qu'on appelait, les gens l'appelaient le rang des bataillons, le boulevard des Vagues. Ah oui? Et ici, on a l'hôtel de ville, que vous connaissez sûrement, entre de Castille et Charleroi. La tête de la pierre allait jusqu'à la voie, passait sur l'hôtel de ville, allait jusqu'à la voie ferrée. Vous savez la photo que je vous ai montrée du chemin, pas du chemin vert, du tramway qui passait à travers les champs. La compagnie de tramway avait acheté un bout de terrain, donc un bout de terrain des Lapierre. Plus tard, c'est l'hôtel de ville. Ça, c'est l'ancienne école du village qu'on retrouve sur Saint-Gély. Je crois qu'il n'y a pas de vente encore. Ça, c'est déjà Désolé, oui. J'ai été prendre une photo tout à l'heure. Vous avez été à l'école dans le quartier? Oui, ben moi j'étais à l'école de Saint-Vital. Saint-Gertrude? Saint-Gertrude, Saint-Vital. Le bâtiment existe-t-il encore? Saint-Vital, non. C'est à côté du pont, maintenant. Oui. Et j'ai eu comme professeur, ceux de la Société d'histoire du Sous-Palais, un monsieur Tellier. OK? M. Tellier, qui était un des professeurs anciens comme année là-bas. Et à la même école, il y avait M. Deslauriers, qui était le principal. Et j'ai eu comme professeur aussi un gars extraordinaire qui était Léon Bellefleur, le grand peintre Léon Bellefleur, qui m'a vraiment influencé sur le plan culturel, qui m'a vraiment influencé à ce niveau-là. D'ailleurs, si le sujet d'histoire de la région vous intéresse, René Tellier a écrit. Dans les bibliothèques locales, vous retrouvez ces livres facilement. Et Michel, qu'est-ce qu'il est pour vous? Michel Lapierre, c'est mon cousin. C'est un gars extraordinaire, c'est le bonheur qu'il ne soit pas ici parce qu'on y voit beaucoup à Michel. Michel, si on est ici aujourd'hui, c'est lui qui est à la base de ça, qui a fait les premières démarches en 1987-88 avec la Société d'histoire sur le collège J'ai M. fait Lagacé. partie de cette société. Oui, hein. Alors, moi, vous avez été extraordinaire de faire tout ça, Et de Michel faire nous ce a travail. beaucoup guidés sur le boulevard. Oui, ah oui, ah oui. Et Michel, on lui doit beaucoup. Il y a beaucoup de bâtiments dans Huntsic, sur Rouen, qui ont été sauvés par. C'est pas la Société d'histoire de Montréal-Nord, mais à l'époque, c'était une société qui était dans Huntsic, qui s'appelle Sauvé, qui ont sauvé des bâtiments comme la maison du Pressoir, dans le parc de la Visitation. Et puis, Michel, son père, c'était Daniel, le fils d'Alfred. Et Daniel, c'était un peintre, hein, mais c'était le peintre de Montréal-Nord. Alors là, il blanchissoit, parce qu'on peinturait l'intérieur des maisons avec de la chaux. Et j'ai encore chez moi un blanchissoir. Et le blanchissoir dans les familles, c'est bien important. C'était une espèce de pinceau qui mesurait à peu près 12 pouces de large. Et puis, on s'en servait pour blanchir l'intérieur des maisons. C'était à la chaux qu'on faisait ça. Et puis, Daniel, c'était vraiment le spécialiste de ça. Alors, on se passait le blanchissoir et j'en ai encore chez moi. Sur la bière ou. Ça me dit rien. Ça, c'est le livreur de livre Pichette. Et ici, on a M. Pichette là. M. Pichette, la famille Pichette.
faut se rappeler que... Et ça, cette photo-là a été prise à Rosemont, dans une ruelle entre la 3e et la 4e, en bas de la rue Masson. Qui est dedans? Ça, c'est deux de mes cousins qui sont là. Là, je ne les vois pas comme il faut. Ouais, la photo est... Comment s'appelle le cheval? Il y en a un autre, des pichettes, mais ils font... Ça, c'est mon père qui était laitier à Rosemont. Et ce qui Et est ça, c'était en hiver. la livraison du lait a été faite à cheval dans combien de temps? Ça a été fait jusqu'à quand, les livraisons à cheval? À cheval jusqu'en 1937 ou 38 à peu près. Ici, à Montréal, plus longtemps que ça. Et mon père avait acheté un camion par la suite. Le cheval, c'est Écoute, une affaire remarquable, c'est que ça rappelle, il nous livrait le lait en pain, et puis le lait il était pasteurisé, il n'était pas homogénéisé. Alors, quand il faisait froid, la moindrement, ça montait la crème à monter. Alors, on prenait la crème, on la mettait de côté. Alors, toujours, chez nous, c'était 4 pains de lait. On en buvait du lait. On en buvait, parce que c'était pasteurisé, puis on en buvait. Alors, c'était 4 pains de lait qui venaient apporter tous les jours. On commandait, puis on avait des petites cartes, puis c'était attendu. Le pain, c'était la même chose. Le pain était livré avec des chevaux. Okay? La glace, le pain, le lait, on avait un service incroyable. Ça, c'est une vue des Saint-Vital. Oui. Pendant les développements des années après la guerre. Ça, c'est un peu avant la guerre. Ben, d'ailleurs, Saint-Vital et dans le coin de Moncelet. regarde les trottoirs. Tantôt, il parlait de loisirs au parc Aimé-Léonard. Il y avait une arène de lutte et de boxe qui était située là. 1940. Oui, c'est Armand Despains qui organisait, c'est surtout vers 1940, parce qu'en 1930, là, Montréal-Nord, il y avait beaucoup de monde. À l'époque, vous imaginez, on connaissait tout le monde à Montréal-Nord. En 1930, là, je ne sais pas s'il y avait 3000 personnes. Okay. Ben, quand on bâtit le boulevard Pinot, en 1917, il y avait 500 quelques habitants à Montréal-Nord. Ouais. C'est pour ça que quand on dit 1930, la scène de lutte, là, non, moi c'est 1940 qu'il y avait assez de monde pour le faire. Et puis il y avait le chalet qui était à côté. Puis le chalet, à un moment donné, il y avait une grande estrade en avant. C'est là qu'on faisait les soirées d'amateurs qui étaient là. Les soirées d'amateurs, c'était toujours la même chose. Il y avait la petite danseuse à caquette. Il y avait mon chanteur italien qui venait chanter ses affaires. J'avais Madame Desormeaux, Madame Desormeaux, j'avais engagé Madame Desormeaux 25 piastres. Ça, il fallait. C'était M. Fecteau qui était le propriétaire du restaurant. Et puis, il m'avait fourni 25 piastres. Écoutez, c'est de l'altruisme, on faisait ça pour bien. C'est là qu'on annonçait nos affaires sur le perron d'église. On était les derniers, je pense que j'ai été le dernier crieur sur le perron d'église. Sur la bière, on a une autre scène de chevaux tantôt. Avant de parler peut-être de celle-là, on a vu le livreur de lait. Et ce qu'il devait avoir le livreur de glace, c'est le livreur de pain. Charbon. Ça, c'est des scènes qu'on a vécues encore pendant... Charbon, Roland Etier, au coin d'Étier, puis il y avait lui, puis il y avait Ducharme au coin de Saint-Vital, puis Méron. C'était les deux livreurs de charbon. Okay? Puis ici, on a donc, s'il y avait beaucoup d'utilisation des chevaux, c'était essentiel d'avoir un maréchal forgeron, un forgeron dans le village. La description ici. Vous savez, vous allez à la bibliothèque dans le secteur ici, là, on parle de la Société d'histoire. Pour ceux qui n'en sont pas membres, vous pouvez lire les cahiers, là, il y a beaucoup d'histoires, comme on vous raconte. Ça provient des cahiers d'histoire, des cahiers de la Société d'histoire. Ça, c'est les années 50. C'est l'arrivée des blocs appartements dans Montréal-Nord. Vous savez, après la guerre, il y a une crise du logement parce qu'on ne vendait plus de matériaux de construction pendant la guerre parce qu'il y avait un rationnement. Puis vous savez, après les guerres, ben, les hommes et les femmes ne sont pas vus pendant un bout. Il y a le baby boom. Alors, les familles s'agrandissent. Il n'y a pas eu de construction pendant la guerre. Alors, il y a une crise du logement. Le nord de l'île, comme Montréal-Nord et ailleurs, va surgir de... Ça va pousser comme assez vite. Mon petit projet. Oui, on a une petite question ici. Je vais peut-être prendre 2-3 questions, puis on va classer.
La question, c'est que vous n'avez pas parlé de la division des fermes de Montréal-Nord, dans le bois du Sceau. C'est toutes des fermes égales qui partent de Gouin et qui vont à la Traque, puis de la Traque, ils vont jusqu'à Jarry. Alors, des maisons anciennes, vous allez les voir sur Gouin, vous allez les voir sur Jarry. Vous ne les envoierez pas ailleurs. Ça, c'est important à savoir. Donc, monsieur le dit, à l'époque, le saut récollet, c'est fait en 3 rangs. Il y a un premier rang qui est sur Gouin. Puis ensuite, il y a des rangs qui vont longer Saint-Michel, qui est un ancien chemin, et aussi Jarry, qui est un ancien chemin de l'époque de la Nouvelle-France. C'est sur ces grandes artères-là que les villages, des petites poches de villages se développent. Maintenant, c'est remarquable, c'est que la montée Saint-Michel, c'est là qu'il y avait les peintres de la montée Saint-Michel, les 7 peintres de la montée Saint-Michel, c'était là. C'était là aussi qu'il y avait les vanniers, les cadieux qui demeuraient sur cette rue-là, qui allaient là. Et d'autres choses remarquables aussi, toutes les maisons où la pierre habitait, c'était toutes des maisons de pierre. Il y avait des maisons de pierre, pas loin d'ici, il y en a. Moi, c'était toutes des maisons en maçonnerie. D'ailleurs, il y a une autre maison, la Pierre, à Montréal-Nord. C'est plus à l'est, je crois. Oui, un peu plus à l'est. C'est un Jean-Baptiste, la Pierre, je pense. Oui, il y en a plus que ça. Oui, Jean Todam. Oui, tantôt, j'en reviens un petit peu au début de Disais pas, la hein. vidéo. Vous avez parlé de l'île La Pierre Oui. et vous disiez qu'il y avait 35 chalets sur cette île. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a plus rien maintenant? Non, c'est que lorsque, écoutez, il y a eu une saga, c'est que les frères, les 3 frères ne se sont pas entendus. Ils voulaient vendre, puis mon père, moi je voulais que mon père l'achète, mais la grand-mère, puis les autres ne voulaient pas que ça reste aux familles Lapierre. Alors ça a été vendu pour une somme de 16 000 $. Puis les chalets détruits? Détruit, complètement détruit. C'est que la famille qui est arrivée, là, la famille italienne qui sont venus, il y avait des relations avec, c'était Camille Boncher qui s'est occupé de ça, avec M. Derico, qui avait fait ça. Alors, qui avait acheté ça. Alors, ils ont acheté l'île. Ils ont réussi à construire un pont de terre qui est horrible, c'était épouvantable, ça allait au point de vue environnement. Construire un pont de terre, c'était libre, ça, je traversais les autos qui étaient là. Alors, ils ont construit un pont de terre, et puis, simplement, avec le bois qu'ils ont coupé, c'était du bois sans terre. Écoutez, la famille, on a cherché notre bois, là, les 5 familles, des érables, là, des gros érables noirs, des belles, puis, et juste avec le bois, ils ont été chercher suffisamment d'argent pour payer toute l'île. Puis vous savez, la saga. Alors, moi, je broyais à ce moment-là avec mon père. Je voulais pas, moi, c'était une saga épouvantable, c'est pas notre honneur, ça aussi, en transaction qui s'est faite, mais ça s'est fait quand même. C'était la grand-mère qui s'est mêlée de ça. La famille Lapierre, souvent, avait une réputation d'être excessivement riche. Elle n'était pas riche, mais elle était autosuffisante. Étaient suffisamment capables de s'organiser. Ils cultivaient tout. Il y avait leurs animaux, il y avait leurs terres, il y avait leurs grands jardins, toujours étaient autonomes, puis c'était des gens économes. Vous êtes humble, mais quelqu'un à l'époque de riche, c'est foncièrement habituellement aussi. Hein? Oui, c'est ça. Foncièrement, c'était des maisons à leur appartenir. Il y avait des maisons à Rosemont qui leur appartenaient. Maintenant, c'était pas des gens qui abusaient des locataires. Même mon grand-père allait porter de bois de chauffage. Il y avait des maisons, sa 17, sa 3e, sa 1re avenue. Alors, ça leur apportait suffisamment d'argent pour payer pour survivre comme ça, pour être correct. Il vivait bien. Il vivait très bien, il ne se pouvait pas de rien. Il était économe. Pour vous dire que mon grand-père prenait les clous, il décrochait les clous, puis il remplissait. Il avait des petits barils de clous, là. Ensuite, mon grand-père, il faisait leur savon, il faisait leur propre savon. On ramassait tout, mais jusqu'au papier de toilette, vous savez comment ça peut être. Alors, le journal, par exemple, la presse, la Gazette qui arrivait, ma grand-mère le lisait, elle le disait à mon grand-père, puis à Alphonse, puis moi, mon père partait de la rue Balzac, il venait chercher le journal pour le lire, pour sauver 300. Vous savez, on a parlé beaucoup de choses ici. Hein? On n'a pas parlé beaucoup du maire à elle, par exemple, des choses-là. Hein? Vous savez, il y a tellement de sujets qu'on n'a pas couvert ce soir. Tantôt, j'ai parlé du Pont-Villeneuve, toutes sortes de sujets. Donc, je vous annonce qu'on va en avoir une autre. C'est trop important tout ce que vous racontez, puis il y en aurait encore beaucoup. On commence la saison l'automne prochain. Attendez, on passe vers l'automne prochain et avec vous autres. D'ailleurs, dans la programmation,
animation de la maison Brignon-Lapierre. Il va y avoir des activités de visite de la maison. Puis en passant, je vais faire une courte vlog, je me sens mal à l'aise de le faire. Mais moi, j'ai mon organisme, je vais faire des visites de Montréal-Nord. Il va y avoir des opportunités de en avoir. Là. Si vous venez ici, là, vous allez pouvoir en avoir. Fait que voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question de la foule. Si vous avez des questions à poser sur les photos, si n'importe quoi, j'ai un petit peu de documentation, madame. Vous parlez des cachets tout à l'heure, j'ai ça ici. On a donné du photo. J'ai, naturellement, ici, il y a quelque chose que la Société d'histoire sur le palais a fait. C'est un livre qui est merveilleux. Monsieur Lagacé, vous voulez, Monsieur Lagacé? C'est formidable, hein? C'est un livre qui est très bien fait. C'est le comité d'histoire de Montréal qui l'a fait. Alors, il faut féliciter tous ceux qui ont travaillé à ça. Regardez, c'est très bien documenté, par exemple, sur les noms de la rivière du Chesapeake. Alors, il y a les trois noms. Il y a le nom algonquin, le nom iroquois, puis aussi le nom anglais, Grand River. Et mon iroquois n'est pas assez bon pour pouvoir vous dire le nom. C'est ça. C'est alors, c'est très, très bien fait, bien illustré. Alors, si vous avez la chance d'aller à la bibliothèque, moi, je l'ai acheté. Je n'avais pas les moyens, vous savez, mais je me suis sacrifié. Il n'y en a plus de disponible. Dans votre famille, vous avez dit que votre grand-père ou votre père était très économe et vous l'a sauvé. Pas mon père. Mon père, non. Mon père, c'était peut-être la personne. C'est fini.